Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui au sommaire, les habitants de Loire-Atlantique ont dit oui à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Les réactions dans le Finistère. Une tour miroir des énergies, l'installation est unique en France et en Bretagne, tour d'horizon de ce chantier. Chagall à Landerneau, ce dimanche, le Fonds Hélène et Édouard Leclerc a dévoilé cette nouvelle exposition reportage. Il y a 30 ans, la région Bretagne devenait une collectivité locale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Laurence Fortin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de la région en charge de l'aménagement territorial. Et avec vous, nous allons revenir sur la construction et l'avenir de cette région dans un instant. Et à la fin de cette édition, l'instant sport. Ludovic, bonjour. Bonjour Julie. Vous recevez Joël Carati ce lundi. Bonjour. Bonjour. Et alors avec Joël, vous êtes l'organisateur donc du challenge Christophe Carati, on fera le point sur cet événement qui a lieu fin août. Et Ludovic, vous nous parlerez aussi de l'actualité sportive à venir et du week-end. Mais juste avant, retour sur ce qui a fait l'actualité ce week-end et ce lundi 27 juin en Finistère et en région. Ils ont dit oui à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Les habitants de la Loire-Atlantique se sont exprimés ce dimanche lors d'un référendum. Ils soutiennent le projet à plus de 55%. En Finistère, les réactions sont contrastées. À noter celle de Maël Decalan, conseiller départemental Les Républicains et secrétaire départemental du parti. Il a indiqué dans un tweet que l'opposition devait cesser sur le lieu. Autre réaction, celle de Christian Troadec, maire de Carrel, élu départemental régionaliste, pense aux conséquences d'un tel vote pour le Finistère. Anaïs Plateau l'a rencontré à Quimper ce mercredi. On l'écoute. Avec l'impact que ça va représenter ici, il y a une fracture territoriale importante qui va encore s'agrandir entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne, où le développement se fait à l'Est au détriment de la pointe bretonne. D'ailleurs, Manuel Valls, le Premier ministre, l'avait dit lui-même, que si Notre-Dame-des-Landes se construit, il y aura des fermetures d'aéroports à la pointe bretonne. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir une étude d'impact ici. Et puis le département du Finistère, je l'ai demandé souvent à sa présidente Nathalie Sarah-Bessol, à ce qu'il y ait aussi une expression du département pour donner son sentiment et puis ses inquiétudes. Voilà, rien n'a été fait. Nous sommes inquiets pour les moyens de développement économique, de transport, que ce soit par l'aéroport, mais aussi bien sûr par la LGV qui n'arrive toujours pas à la pointe bretonne, à la ligne grande vitesse. Donc voilà, on va se retrouver avec vraiment un décrochage de la pointe bretonne par rapport au développement économique de l'Est de la Bretagne. En Finistère, les opposants au projet sont déçus. Ils critiquent notamment le périmètre du suffrage, comme nous l'explique Christian Perrault, militant anti-Notre-Dame-des-Landes à Brest. Des propos recueillis par Frédéric Lorenzo. Déjà, ce n'est pas un référendum, première chose, c'est qu'une consultation pour avis. Le périmètre il a été choisi en fonction d'un précédent sondage qui disait que le oui était favorable en Loire-Atlantique. Moi, je croyais que c'était le projet d'un aéroport du Grand Ouest, que moi, je croyais que la région Bretagne et les pays de la Loire étaient concernés par ce projet et qui étaient concernés financièrement, impliqués financièrement. Et du coup, bah non. Du coup, les Bretons, leur avis, ils peuvent payer, mais ils ne peuvent pas donner leur avis. Bah, y a un contentieux au niveau de l'Europe. Il y a la loi sur l'eau. Bah, si la France, si le gouvernement veut respecter la loi sur l'eau, bah, ce projet à Notre-Dame-des-Landes, on ne le fait pas. Alors Laurence Fortin, vous êtes chargée de l'aménagement territorial à la région Bretagne. Est-ce que vous comprenez l'idée d'un déséquilibre Est-Ouest évoqué par Christian Troadec pour la région Bretagne ? Alors effectivement, j'entends bien les arguments, mais globalement, ce projet est intégré dans le Grand Ouest, puisque c'est quelle accessibilité il y a pour le Grand Ouest. Et je pense qu'il faut intégrer deux éléments. D'une part, le projet ligne grande vitesse, qui va être en place dès 2017. Donc là, on va bien aboutir à cette accessibilité. Et puis après, la complémentarité avec Notre-Dame-des-Landes, qui sera là. Donc le projet de qui va être transféré, enfin l'aéroport transféré à Notre-Dame-des-Landes va permettre une meilleure accessibilité du Grand Ouest, comme la ligne LGV Bretagne-Pays de Loire va permettre globalement cette chose. C'est pas dangereux pour des aéroports comme ceux de Brest, Quimper ou même ceux du Morbihan par exemple, cette arrivée de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes? Globalement, ce qu'on sait, c'est que c'est la Loire-Atlantique qui sera globalement concernée par cet aéroport, puisque 50% des usagers seraient de Loire-Atlantique. Est-ce que vous pensez que le scrutin va enfin permettre de débloquer la situation ? Bien, ça met fin quand même à plusieurs années de réflexion, de plusieurs années de réélection avec un projet qui était annoncé. Aujourd'hui, on a une expression claire, massive, en faveur du oui. Ça donne effectivement
normalement, le projet devrait pouvoir sortir et le plus rapidement possible. La région Bretagne était favorable à ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? La région Bretagne s'est toujours positionnée en faveur de ce projet, globalement pour l'accessibilité du Grand Ouest. Merci Laurence Fortin, on vous retrouve tout de suite pour parler des 30 ans de la région Bretagne. C'est une construction unique en Bretagne et en France. La tour miroir des énergies prend forme à Brest. Cette cuve permet de stocker de la chaleur. Point d'étape après 2 mois de travaux avec Camille Pochet. À côté de l'université, à Brest, une cuve qui permet de garder la chaleur prend forme. Alors ce réservoir va servir à stocker de l'énergie et à la déstocker au moment où on en aura besoin. L'énergie proviendra de l'usine d'incinération, sera stockée dans le réservoir et restituée pour les besoins des abonnés et en grande partie l'université. Depuis le mois d'avril, le chantier est lancé. On est dans les temps, on fera les premiers essais à peu près fin septembre pour être opérationnel fin octobre. Mi-octobre, on peut dire que ce serait une bonne, bien avancée. Cette tour permettra bientôt aux étudiants d'avoir des amphis chauffés et à l'université de faire des économies d'énergie. La cuve n'est pas implantée à côté de l'usine d'incinération d'où vient la chaleur stockée et c'est justement sa spécificité. Le concept est unique dans l'Hexagone. C'est une première sur la France de ce système. Alors c'est important parce que tout ce qui peut permettre d'éviter l'utilisation des énergies fossiles, ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est le but un peu de cette opération. Et puis c'est aussi de montrer qu'on peut augmenter la puissance du réseau de chaleur tel qu'on l'imagine. La tour sera bientôt recouverte de miroirs. C'est fait un petit peu aussi pour refléter l'énergie. Donc c'est un petit peu un clin d'œil aussi à ce qu'il y a à l'intérieur, qui est un volet énergétique important. Les étudiants testeront l'efficacité de cette nouvelle source de chaleur dès la mi-octobre. Voilà d'autres constructions uniques en Finistère. Pour les réaliser, il aura fallu près de 3 tonnes de carton et 30 km de ruban adhésif. Nous vous montrions les coulisses de ce chantier dans notre édition de ce vendredi. Ce week-end, les 3 structures monumentales en carton ont été mises en place. Un pont à Landerneau, un phare à l'hôpital Canfroute et un clocher à la Roche-Maurice dont vous êtes maire, Laurence Fortin. Elvire Simon a justement été dans votre commune pour voir cette construction. C'est une première. Le bourg de La Roche-Maurice compte maintenant 2 clochers. Seule différence, l'un des 2 est fait dans un matériau un peu plus fragile. C'est pas trop lourd ? Non, ça va. C'est du carton. Cette structure en carton de 18 mètres de haut pèsera presque au final 1 tonne. Imaginée par l'artiste marseillais Olivier Grossetête, 3 œuvres monumentales et éphémères ont été installées dans le pays de Landerneau d'Aoulas. Ce clocher a été préparé durant la semaine dernière par les habitants et les élèves du secteur, avant d'être finalement assemblé samedi par la population. C'est superbe. Quelqu'un m'a dit ce matin, franchement, de vue de loin, on dirait du bois, on dirait une construction en bois. Mais on sent qu'il y a une sculpture qui est faite. Franchement, au départ, on se demandait ce qu'on allait faire avec du carton et du scotch. Et en définitive, quand on voit la finesse de la sculpture, avec un peu de recul, c'est magnifique en fait. Construction éphémère bien sûr, mais qu'on va essayer de faire tenir pendant 1 semaine, selon la météo, mais c'est prévu pour bien tenir. Pièce par pièce, la base du clocher est installée et la structure s'élève tout droit vers le ciel. L'idée a été inspirée par le patrimoine de la commune. En fait, Olivier, qui s'inspire à chaque fois de l'architecture du lieu où il va faire la construction, s'est inspiré de la tour qui est juste là, qui est en fait un ancien château fort sur lequel il reste pour l'instant juste la ruine d'une tour. Et les participants sont plutôt satisfaits du résultat. C'est pas difficile à faire, puis c'est sympa. Il y a une bonne ambiance et surtout ça, la récompense de tout le travail qu'on a fait. C'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours et c'est super intéressant. Ça fait réunir toute la commune en espérant que ça ne tombe pas. À Landerneau, c'est ce pont en carton de 36 mètres de long qui est glissé grâce à des flotteurs sur les lornes. Ces œuvres temporaires seront déconstruites ce week-end. Marc Chagall à Landerneau, après Miro, Giacometti ou Dubuffet, c'est encore un artiste prestigieux qui vient se dévoiler au fond Hélène et Édouard Leclerc. Cette rétrospective a été inaugurée ce samedi soir. Elvire Simon était sur place.
C'est une rétrospective inédite dans le Grand Ouest et elle se passe à Landerneau. L'univers onirique de l'artiste franco-russe Marc Chagall est mis à l'honneur dans une exposition à travers le prisme de ses relations avec les poètes et les écrivains. 300 œuvres signées de sa main, rassemblées par le fonds Hélène et Édouard Leclerc, prêtées par des collections privées et des musées à travers le monde. On voit souvent les œuvres une par une comme ça dans des expositions, mais là ce qui est extraordinaire c'est qu'on a une accumulation de chefs-d'œuvre, les plus beaux livres qui ont été faits au XXe siècle, des grandes toiles qui sont par exemple trésors nationaux dans leur pays. Il a fallu d'ailleurs une aide diplomatique et des aides de l'administration pour les faire venir à Landerneau, donc un gros travail. Mais c'est exceptionnel. Né en Russie en 1887 d'une famille juive, Chagall traverse deux guerres mondiales, une révolution et de nombreux exils qui marqueront son œuvre derrière les couleurs et les formes légères. Il découvrira la France dans les années 1910. Peinture, dessin, mais aussi sculpture et céramique. L'artiste complet décède en 1985 à l'âge de 98 ans. Jean-Louis Prat, le commissaire de l'exposition, a bien connu l'artiste dans les 15 dernières années de sa vie. Je garde le souvenir d'un homme toujours émerveillé sur les autres et de savoir être attentif à ce qui se passe. Il y a le génie de Chagall, évidemment très particulier, avec ce monde étonnant qui vient de sa Russie natale, qui vient de ses origines juives et de ce monde merveilleux qu'il a su transporter, nous faire rêver dans un moment où le XXe siècle nous amenait plutôt à douter de beaucoup de choses. Elles aussi le connaissaient bien. Les petites filles de Chagall étaient présentes pour le vernissage, l'occasion de rappeler le lien de l'artiste avec la Bretagne. Ils ont fait ce voyage, on ne connaît pas les circonstances, avec notre grand-mère et notre mère qui avaient 8 ans à cette époque-là, en Bretagne, à l'île de Bréhat, où il a réalisé des tableaux de grande importance. Quelqu'un qui n'a pas hésité à continuer à chercher. Il n'était jamais satisfait du résultat. Et un peu de sa présence qui va colorer pendant plusieurs mois Landerneau. Et c'est le moment de remonter le temps. Il y a 30 ans, les premiers conseillers régionaux étaient élus. Alors comment se porte cette institution et quel est son avenir? Réponse avec notre invité. Alors Laurence Fortin, vous êtes conseillère régionale en charge de l'aménagement territorial. Avec vous, on va revenir sur les 30 ans, la région Bretagne en 2016. Alors avant la région telle qu'on la connaît, il y a eu de nombreuses étapes, dont le CELIB. Peut-être certains se rappelleront de cette étape. C'était le comité d'études et de liaison des intérêts bretons, créé en 1951 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que cherchaient à créer les élus avec cet organe ? C'était un moment important et finalement assez avant-gardiste des créations des régions. C'était un comité de personnalités de la région Bretagne qui voulait favoriser la création de structures sur notre territoire breton. Et dès là est né par exemple nos RN, la RN12, la RN 165 avec De Gaulle qui l'a souhaité. Et puis également l'implantation, la réindustrialisation de la Bretagne. Donc un des moments forts. On peut se dire que c'était presque une petite institution non officielle. Le CELIB a été créé avec la volonté d'unir les efforts pour sortir la région de son abandon. C'est les termes de l'époque. Aujourd'hui, malgré la réforme territoriale, les frontières de la Bretagne n'ont pas bougé. Est-ce que la région n'a pas manqué un train, finalement ? La région s'est toujours positionnée en faveur d'une Bretagne, enfin on a pris plusieurs positions en faveur d'une Bretagne à 5 départements. Dans le cadre des évolutions là qui ont été portées, c'était pas la question puisque c'était des regroupements de régions. On s'est opposé, enfin en tout cas Jean-Yves Le Drian s'est fortement opposé on va dire à diluer la Bretagne dans une grande région à des contours assez flous pour pouvoir justement garder, capitaliser sur cette région Bretagne avec une identité forte. Alors il y aura un groupe de travail qui se mettra en place cet été pour voir comment on peut avancer sur ce projet. Jean-Michel Le Boulanger, vice-président en charge de la culture avec Isabelle Le Boal.
mettront un groupe de travail cet été pour voir comment on peut consulter la population bretonne et la Loire-Atlantique sur ce projet. Alors aujourd'hui, la région Bretagne a 2 métropoles, Rennes et Brest. C'est une des innovations de ces dernières années. Est-ce que la région a un bon équilibre avec ces 2 métropoles? C'est une chance pour la Bretagne d'avoir 2 métropoles. D'abord, il n'y a pas de région avec 2 métropoles. Ça permet aussi de rééquilibrer, on va dire, d'avoir 2 collectivités fortes et qui vont pouvoir entraîner globalement tout le dynamisme de notre territoire breton. Donc c'est une chance pour la Bretagne. La loi NOTRe, pour nouvelle organisation territoriale de la République, est toujours en cours de mise en place. Les compétences de la région changent. Plus de compétences. Expliquez-nous à quoi va servir la région maintenant. Rapidement. Plus de compétences. Pour notre public, pour qu'il sache à quoi sert la région. Effectivement, la région a eu plusieurs périodes avec des évolutions sur les compétences. Aujourd'hui, la loi NOTRe, en tout cas, reclarifie certaines choses. Elle donne des nouvelles, elle clarifie les compétences. D'abord, quand on dit ça, elle clarifie, ça veut dire qu'on aura des compétences exclusives. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient partagées jusqu'ici entre certaines collectivités. Par exemple, l'économie, le département faisait, la région faisait le schéma. Demain, nous aurons la compétence exclusive des aides aux entreprises. Voilà des choses qui vont être clarifiées. Sur le transport également, puisque nous avons le transport TER que nous avions jusqu'ici, mais nous aurons aussi demain le transport interurbain et le transport scolaire. Concrètement, voilà des évolutions qui vont clarifier les choses sans doute et permettre aux uns et aux autres de s'approprier mieux les différentes collectivités. Et est-ce que finalement, avec cette grande région, voilà, cette grande collectivité territoriale qui est en train de se créer, qui évolue depuis 30 ans, les départements à l'intérieur de la région ne sont pas voués à disparaître? Parce qu'on leur a enlevé à eux aussi, pour le coup, des compétences. C'est pas obligatoirement disparaître, l'histoire nous le dira, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, on va clarifier les choses. C'est-à-dire qu'on va savoir clairement qui fait quoi. Nous, on sera plus sur le domaine économique, plus sur le champ social, les départements, et on verra au fur et à mesure des évolutions des communautés de communes, de toutes ces structures-là qui sont appelées aussi à évoluer, voir comment les choses évoluent. Alors pour revenir un petit peu sur la création, il y a eu le CELIB, dont on en parlait, et puis entre-temps, entre le CELIB et la région telle qu'on a connue, il y a eu le programme d'action régionale en 1955, les circonscriptions d'action régionale avec un préfet en 1960, jusqu'à ses premières élections en 1986 de conseillers régionaux, suite à la loi de 1982. Que de chemin parcouru, quel regard, quelle envie il y avait derrière tous ces tomes, on peut dire, tous ces chapitres de création? En tout cas, on peut se dire que la région Bretagne a toujours été assez précurseur dans la matière. On a déjà inventé, ils ont inventé le CELIB. On voit bien que la région s'est ensuite créée. On a toujours voulu innover. Avec quelque chose de commun que nous avons encore, c'est tout ce qui concerne la coopération. Parce qu'aujourd'hui, dans les nouvelles lois qui sont mises en place, il y a la CTAP, la conférence territoriale de l'action publique, qui va être mise en œuvre et qui s'inspire de ce qu'a fait la région Bretagne avec son B16. Le B16, c'était une instance qui réunissait les agglomérations, les départements et la région et qui permettait d'échanger sur des projets qu'on pouvait avoir à travailler en commun. C'est ce qui fait finalement l'histoire de la Bretagne, et ce qu'on peut retrouver comme fil conducteur, c'est d'avoir cette volonté, quelle que soit toute équipe confondue, de travailler ensemble pour faire avancer la Bretagne. Alors une dernière question, on va voir les 4 présidents qui ont gouverné la région Bretagne depuis 1986. Quelle marque ces 4 hommes ont-ils laissé à la Bretagne rapidement, selon vous? Quel souvenir vous gardez d'eux? Moi, j'en ai connu que 2. J'en ai connu Éric Massieu et Jean-Yves Le Drian. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est vraiment devenu une terre d'expérimentation en Bretagne et qu'on a cette chance-là. Peut-être que notre côté péninsulaire fait qu'on se mobilise plus, on travaille beaucoup ensemble, on coopère, et je pense que c'est ça, globalement, la marque de la Bretagne. Merci Laurence Fortin d'être venue sur notre plateau. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les 30 ans de la région Bretagne, un site internet dédié a été créé avec de nombreuses archives. Les coordonnées sur notre site www.tbo.bzh. Et on passe tout de suite à l'instant sport. Et aujourd'hui, Ludovic, dans l'instant sport, vous recevez Joël Carati. Oui, le président du Challenge Carati. Alors, c'est le rendez-vous incontournable de la fin de l'été ou de l'après-rentrée, appelez ça comme vous voulez. 16e édition cette année avec quelques-unes des meilleures équipes françaises masculines de handball. Un mot sur le plateau de cette 16e édition, Joël Carati, avec des habitués du Challenge. Pour commencer, les Bretons de Cesson-Rennes. À Cesson-Rennes, ils sont là depuis le début.
Voilà, tout simplement. Alors ça, on parlait d'identité bretonne. On peut pas faire un plateau comme celui-là sans penser à ces sons. C'est vrai que je vous rejoins. L'identité bretonne, moi qui viens d'ailleurs, ça fait 40 ans que je suis ici, je me sens très très breton maintenant. C'est quelque chose de très spécial. On voit le BBH aussi, quand on voit, ils sont pas champions de France pour rien. La ferveur qu'il y a autour La ferveur qu'il y a derrière, c'est extraordinaire ça. Donc, bien sûr. C'est son Rennes, l'étonnant du titre, Dunkerque. Dunkerque, oui, ils étaient déjà venus chez nous. Et puis ce challenge, c'est une histoire d'hommes. C'est ce que je dis à chaque fois. D'hommes mais pas de femmes. Non, mais d'hommes. De rencontre. L'homme. Voilà. Avec un grand H. Précisons. Oui, bien sûr, parce que tout simplement, il y a une cause et ces gens-là viennent pour la cause. Et donc Dunkerque, avec leur entraîneur Patrick Casal et son adjoint Arnaud Calbry, viennent là. Ils disent, nous, on nous a proposé d'autres tournois, mais on ne se sent pas à l'aise. Ici, il y a quelque chose, quoi. On retrouvera également le deuxième du dernier championnat de France, Saint-Raphaël, la surprise de ce championnat de cette année. C'est pas tout à fait une surprise. Moi, je suis très heureux pour leur, disons, entraîneur Joël Da Silva, qui donc a pris ça à la suite de Christian Godin. Et puis, a monté un petit peu cette équipe. Mais tout le travail derrière, c'est un travail commun. On peut le donner Christian Godin, qui était donc l'ancien gardien de l'équipe de France, champion du monde, etc., qui a permis à cette équipe de monter. Mais je pense que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, il faut que les têtes changent pour avoir de l'impact sur ce que l'on demande, quoi. Et puis surtout la première participation de l'une, si ce n'est peut-être la meilleure équipe française de ces dernières années, Montpellier. Lorsqu'il n'y a pas d'argent. Pas autant d'argent. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, pareil, à la tête, Patrice Canaillé, qui est probablement le meilleur entraîneur français que l'on ait depuis des années. C'est le club le plus titré en France. C'est le club le plus titré. Et puis, avec une Coupe d'Europe, c'est le seul club français qui a gagné une Coupe d'Europe. Donc, des fois, même avec l'argent, vous voyez, on n'y arrive pas. Alors, le challenge durera 2 jours. Ça sera les 26 et 27 août. Et depuis la dernière édition, vous avez investi la Brest Arena pour les finales. Oui, c'était un pari un petit peu fou, parce que nous, notre objectif n'est pas obligatoirement de faire de l'argent, mais c'est pour moi déjà en priorité, c'est sensibiliser le public à venir nombreux, parce qu'on sait que cet argent-là sert ensuite aux malades et aux familles à améliorer leur quotidien. Donc l'Arena, c'est un pari un peu fou. L'année dernière, on arrive à mener 2000 personnes quand même, 2300 personnes sur l'Arena. Vous venez de l'évoquer à l'instant, car au-delà de l'aspect sportif, le challenge Carinthie, c'est aussi un véritable élan de solidarité. Les bénéfices et les dons sont reversés au service cancérologie du CHRU de Brest. On va d'ailleurs voir quelques images des équipements qui ont déjà pu être financés, notamment l'espace Christophe, des équipements qui servent à améliorer l'environnement des malades et de leurs familles également. Oui, alors, bien sûr, moi je suis touché directement puisque le challenge porte le prénom de mon fils qui est décédé d'un cancer. Et savoir que faire, c'est pas histoire de rebondir. On guérit jamais d'un truc comme ça. C'est de savoir comment on peut aider les autres. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et en effet, par le biais du hand, puisque c'est ce que je connais le mieux, de par mes fonctions d'entraîneur, prof, etc. Donc c'était d'essayer de venir en aide. Et puis cet espace Christophe, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est dans l'hôpital Morvan. C'est une structure qui accueille les familles pour qu'elles puissent rester près des malades. Là, avec ce que l'on a récupéré l'année dernière, on a réussi à créer aussi un bureau. Moi, j'y tenais beaucoup parce que, pour l'avoir vécu, quand on voulait rencontrer un médecin... La rencontre entre les médecins et les patients ou les familles. Bah oui, ça se faisait avant. C'est 80 000 euros de récoltés en près de 15 ans. Vous l'avez dit, votre fils décédé d'un cancer à l'âge de 24 ans. Comment vous le vivez chaque année, justement, ce challenge, à la fois dans le rôle du père et d'organisateur ? C'est compliqué, c'est-à-dire le challenge c'est une fête. Moi je sais que je suis très très sensible à bien rappeler que le côté sportif ne prenne pas le pas sur la cause. Moi je le vis bien au niveau sportif puisque je rencontre beaucoup de monde, etc. J'arrive jamais à faire un discours correct parce que j'ai beaucoup d'émotions. J'ai du mal à aller à l'hôpital, je me force. C'est dommage, mais j'y vais, quoi. Alors, on rappelle les dates, les vendredis 27, samedi 27 août, à Plougastel et à la Brest Arena. Toutes les informations sont sur le site www.challenge-christophe-karati.com.
Merci beaucoup, Joël Carati, d'être venu sur notre plateau. Et à côté de cela, Ludovic, il y a aussi quelques informations sportives à noter que vous souhaitiez partager avec nous, et notamment ce titre de champion de France amateur d'un cycliste que j'en suis depuis un moment sur TBO. Effectivement, sacrée performance en effet de Valentin Madouas, sacré champion de France amateur ce samedi à Vesoul en Franche-Comté, le coureur du Big 2000 dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines. Après avoir remporté le titre de champion de Bretagne, la Sport-Braise il y a une semaine, le Brestois est donc allé chercher le titre de champion de France, victoire au sprint devant Benoît Connefroy et un autre breton, David Godu. Voilà qui devrait accroître l'intérêt des formations professionnelles pour ce jeune prodige finistérien qui fêtera ses 20 ans seulement dans quelques jours. Grand coup de chapeau à Valentin Madouas. Oui, puis c'était sous une pluie du mois de juin, c'est bien. Et on poursuit Ludovic avec cet événement le dimanche 3 juillet sur l'île de Bas. Et j'adore l'affiche déjà, je vais vous le dire. Et oui, et beaucoup de courses, très belle, beaucoup de courses tous les week-ends dans la région. Mais celle-ci a forcément un petit côté atypique. C'est le semi-marathon de l'île de Bas qui fêtera sa 30e édition dimanche prochain. Départ à 15h pour le semi avec 2 tours de l'île à boucler. Et puis également à 14h, un 10,5 km. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée sur TBO.